ministre. Bonjour, Jean-Michel de Saint-Raphaël. Une petite question. Pourquoi avez-vous supprimé le train qui faisait Perpignan-Rungis et avoir mis plus de 100 camions sur les routes au lieu que, voilà, on parle du train, pareil, il n'y a plus de train autocouchette. Le dernier, je crois, train autocouchette s'est terminé il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc on parle de... Voilà. Alors, merci. On va prendre une deuxième question. Alors, on va essayer de faire une parité. S'il y a des femmes qui veulent s'exprimer, allez-y. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. Rapprochez votre micro. Oui, bonjour Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre. Voilà, je me présente, Delphine de Rouen. Oui, effectivement. Voilà, vous avez parlé du Brisol tout à l'heure. J'ai vécu effectivement cette fameuse journée. Ma question, je voulais la poser même sans l'événement de la semaine dernière. Si nos mesures concernent des grands groupes industriels, parce que j'ai le sentiment, c'est mon sentiment, que les particuliers sont un peu culpabilisés en fait dans l'écologie, qu'en sera-t-il ? Je sais que les mesures et la législation française concernant les groupes industriels est une des plus contraignantes d'Europe, pour connaître personnellement également le sujet. Pouvons-nous être certains que si nos mesures concernent des grands groupes industriels qui peuvent toucher également aux capitaux et de l'État et au trésor public, qu'elles seront appliquées? Voilà. Monsieur le ministre, alors on s'était dit qu'on prenait 2 questions, si vous voulez qu'on en prenne plus. Allez-y, la parole est à nouveau à vous. Alors madame, allez-y. Bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour madame, bonjour messieurs, dames. Marie-Hélène de Paris 18. Vous nous donnez une occasion unique aujourd'hui. À la fin du mois de janvier, nous vous remettrons avec grand plaisir toutes nos données. À combien de temps estimez-vous la remise de notre dossier avec vos propres décisions et surtout les actions qui seront mises en place grâce à notre travail? Merci. Vous voulez répondre maintenant ou on continue? Allez-y, vous devez avoir... Vous voulez un message clair? Je vais laisser Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, répondre sur la question que vous avez posée, monsieur, sur le train. Il se trouve qu'avant d'être ministre de la Transition écologique, elle était ministre des Transports. Donc, c'est la mieux placée pour répondre à la question. Et puis, je répondrai après à madame sur les grands groupes industriels et à la question qui vient d'être posée sur les... Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous ne voulons pas que ce train s'arrête. Et donc, comme il s'est arrêté, nous voulons qu'il reparte. En fait, c'est un peu la conséquence de décennies où on ne s'est plus beaucoup occupé du réseau ferroviaire en dehors des lignes à grande vitesse et on ne s'est plus beaucoup occupé de moderniser le matériel, les trains, les wagons qui peuvent transporter des marchandises. Donc moi, j'ai appris au mois de mai que le train allait s'arrêter. J'ai d'abord dit que je voulais qu'il continue à circuler. Et entre-temps, on a pu constater que les clients de ce train, ceux qui mettent des marchandises, avaient pris d'autres dispositions. Et puis par ailleurs, on était au creux de saison. Donc on travaille avec les transporteurs ferroviaires, la SNCF, voire d'autres, s'ils sont plus volontaires. On travaille avec les entreprises qui peuvent proposer des marchandises à transporter par ce train pour que ce train redémarre dès la saison haute, c'est-à-dire au mois de novembre. Et je pense que ça montre aussi que c'est vrai que l'économie a changé et que par le passé, c'était assez naturel de transporter des marchandises par le train, que ça l'est moins aujourd'hui, qu'il y a des solutions en camion et qu'on a sans doute à réfléchir à la façon dont on rend plus attractif le transport ferroviaire pour qu'il y ait moins de camions sur nos routes. Mais en tout cas, on y travaille. Et moi, je ne suis pas de Perpignan, monsieur, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis du Havre, mais je vois assez bien ce que c'est que les camions sur la route plutôt que les trains. Parce que quand vous allez au Havre, c'est-à-dire quand vous avez un mur de camions. Vous avez 3 millions de containers qui passent tous les ans au port du Havre, et il y en a 85% qui arrivent là ou qui partent de là par camion. Donc on arrive à développer un peu le transport fluvial, ça marche un peu mieux en volume qu'il y a 10 ou 15 ans, mais c'est vrai que le fret ferroviaire, lui, fonctionne pas bien du tout, pour les raisons qu'a évoquées la ministre.
Et je suis parfaitement conscient du fait que nous avons collectivement tous intérêt à ce qu'il fonctionne mieux. Ce qui est facile à dire et pas forcément simple à réaliser. Mais on y travaille et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. S'agissant de Rouen, madame, vous êtes de Rouen et moi aussi, parce que j'y suis né et j'y ai grandi. Et je me suis déjà exprimé plusieurs fois sur le sujet et je mesure parfaitement l'émotion, mais surtout l'inquiétude, et parfois la colère des Rouennais et des habitants de la métropole, et parfois des habitants très au-delà de la métropole, parce qu'ils sont inquiets et parce qu'ils ne savent pas. Et j'ai dit très, très directement, déjà plusieurs choses. D'abord que notre objectif, c'était évidemment de tout dire, de tout publier, de faire la transparence totale. Et on a commencé à le faire. Et on va le faire au fur et à mesure que les résultats arrivent. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et même si je sais bien que quand on donne des informations, quand elles nous arrivent, elles suscitent parfois encore plus de questions, et que donc on alimente la machine à questions, que parfois même quand on donne les informations, on ne nous croit pas. La seule solution pour répondre aux interrogations de nos concitoyens dans une inquiétude de cette nature et dans une crise de cette nature, c'est de donner absolument toutes les informations. Et on aura d'autres annonces à faire. J'aurai l'occasion d'y revenir là aussi. La question que vous posez sur les grands groupes, elle est très bonne. D'abord, si vous faites des propositions sur les sites industriels et sur la façon dont on peut soit les contrôler, soit associer les citoyens à leur contrôle, soit engager la responsabilité des grands groupes industriels quand il y a des dommages ou des accidents de cette nature, j'allais dire, si vous voulez le faire, faites-le. Comptez pas sur moi pour vous limiter maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez en discuter et qu'il puisse y avoir un échange et que si vous avez des idées de solutions concrètes, elles puissent être formulées. Ensuite, oui, bien sûr, une fois que vous aurez ces idées et ces propositions, il y aura peut-être la question de savoir si c'est conforme au droit constitutionnel ou au droit communautaire. Ou si... Bon, très bien, on se posera cette question, vous travaillerez avec des gens qui connaissent ça et on verra comment est-ce que... Enfin, vous verrez d'ailleurs, c'est pas moi qui le ferai, vous verrez si vous êtes capable justement de trouver la bonne solution compte tenu de ces contraintes. Mais ne vous interdisez pas, loin s'en faut, de travailler sur ces sujets, même s'ils donnent le sentiment de s'attaquer à des empires industriels parfois. Et alors ? Enfin, vous avez posé la question, madame, de savoir quel était le calendrier à l'issue de votre travail. C'est une question qui est pas complètement simple non plus. Ce que moi je me suis engagé à faire, ce que le président de la République avant moi s'est engagé à faire, c'est de faire en sorte que dès lors que vous avez des propositions concrètes, en fonction de la façon dont elles doivent être transcrites, transposées ou mises en œuvre dans le droit, on puisse les soumettre à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce que je veux dire, c'est que vous ne vous êtes pas transformé en député et en sénateur, d'ailleurs peut-être que vous n'avez pas envie. Et c'est eux qui doivent faire la loi, parce qu'on est dans une démocratie. Et il ne s'agit pas de les remplacer. Ce ne serait pas sain, d'ailleurs personne ici, je crois, n'a cette volonté. Ce que nous sommes engagés à faire, c'est de transmettre votre proposition au pouvoir législatif. Et c'est le cas échéant, s'il y a des propositions qui nous semblent devoir relever peut-être d'un débat national, le cas échéant, de les soumettre au référendum. Alors quand ? Je ne peux pas vous dire. Enfin, je ne peux pas vous dire, vous allez nous faire des propositions le 20 janvier et je vous garantis le 12 mars, il y aura... Non, je ne peux pas vous le dire comme ça. Mais comme vous et nous avons intérêt à ce que cette convention ait un effet, soit réussie, moi j'ai intérêt à ce que vos propositions elles soient pertinentes, elles soient concrètes, et ensuite à pouvoir les transformer en réalité pour montrer que cette méthode est une bonne méthode. Donc l'objectif, c'est pas de traîner. Merci. On va prendre d'autres questions. Vous représentez, vous dites d'où vous venez et allez-y. Guillaume Robert de l'île de la Réunion. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez nous promettre au nom du gouvernement que l'ensemble de nos mesures qui découleront de nos réflexions seront appliquées, transmises, sans restriction et sans filtre en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ? Non. Merci. Je ne peux pas vous le promettre.
Je ne peux pas vous promettre que toutes vos propositions vont être appliquées. Je vous mentirais si je vous disais ça. Imaginez que vous me promettiez un truc... je ne peux pas vous le promettre. Si, par exemple, pour faire en sorte que votre proposition... Si, par exemple, une proposition que vous faites ne peut devenir réalité que si, je ne sais pas moi, une loi est adoptée ou la Constitution est changée. Je ne peux pas vous garantir que le législateur ou que la Constitution va être changée. Ça, je ne peux pas vous le garantir. Et personne ne peut vous le garantir. Ce que je peux vous garantir, c'est que vos propositions, quand elles auront été discutées, si elles sont validées, c'est-à-dire si elles expriment non pas la position d'une petite minorité, mais quelque chose qui relève d'une forme de consensus, que ces propositions, elles seront soumises à l'examen de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ça, je peux vous le garantir. Mais je ne peux pas vous garantir que dès lors que vous aurez une proposition, comme ça, paf, elle va devenir réalité. Voilà. Je vous garantis l'obligation de moyens. Voilà. Je ne peux pas vous garantir l'obligation de résultat, pas à ce stade, et pas sans connaître les propositions. Je me suis éloignée de lui, donc je ne peux pas tendre le micro, mais vous êtes en train de dire c'est ce que vous vouliez entendre. Alors on va entendre une autre question en attendant. Bonjour, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre. J'ai le poteau qui m'éloigne de vous. Annie, Île-de-France. Alors j'aurais 2 questions si vous me permettez. La jeune Greta Thunberg pointe du doigt un pays comme la France en dénonçant un manque d'engagement ou de réponse à certains accords. Ma question, c'est quel est l'impact à cela et qu'est-ce qui finalement empêche la France de pouvoir mettre en place des accords qu'elle préconise elle-même. Et ma deuxième question, c'est quelles sont les contraintes à prendre en compte pour nos propositions au-delà de l'aspect financier que vous avez évoqué tout à l'heure. Je vous remercie. Je prends une autre question. Allez-y, monsieur. Bonjour, monsieur le ministre. Donc, Hubert Accard, j'habite à Bièvre, dans peu l'Essonne, plus à fort quelques dans- kilomètres d'ici. D'abord, je voulais vous remercier et remercier le gouvernement de nous permettre de participer à cette expérience, cette première expérience participative de démocratie directe. Ma question est la suivante. Vous nous avez indiqué tout à l'heure que si cette convention était couronnée de succès, il y en aurait d'autres. Quelle sera la mesure du succès? Merci. Alors, est-ce que vous voulez répondre? Voilà, je veux bien voir les bras se lever. Vous êtes mis au... Ouais, il faut prendre le micro, oui. Merci. Bonjour. Monsieur le Premier ministre, je vous ai entendu à plusieurs reprises dans vos discours, dans vos allocutions, citer Pablo Servigne. Presque à vous croire, ce serait votre livre de chevet, parce que visiblement, vous avez parlé beaucoup. Pardon, je n'ai pas entendu ce que vous... Vous avez cité, à l'occasion de vos discours, plusieurs fois, Pablo Servigne et la théorie de l'effondrement. Je dis, à vous écouter, on pourrait presque croire que c'est devenu votre livre de chevet. Or là, aujourd'hui, vous nous parlez vous vous adressez à nous en nous parlant de ce qu'on peut faire, de ce que chaque citoyen peut faire. Mais ça, c'est la théorie des petits colibris. En fait, heureusement que ça existe, heureusement que les colibris existent. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes aussi que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler des gaz à effet de serre, on va parler du diesel, on va parler de tout ça, je pense. Mais j'ai toujours un peu peur que ce soit une façon d'oublier aussi que le nucléaire n'est pas non plus sans impact sur l'effet de serre, les gaz à effet de serre. C'est-à-dire que c'est quand même une énergie qu'on va chercher, qu'on développe en allant déforester ailleurs pour des mines d'uranium, en allant très très loin pour ramener cet uranium. Ma question, c'est quelle considération avez-vous de cet aspect-là? C'est-à-dire que on entend beaucoup un peu partout des villes qui s'équipent dans des petits véhicules électriques pour des petites villes, des petites communes rurales, et tout le monde dit ouais c'est super, c'est vachement bien.
Mais en fait, ça va justifier le nucléaire, tout ça. Donc c'est la source d'énergie électrique. Ok. J'ai une autre demande, vous voulez répondre? On a 3 questions, je vais essayer d'y répondre. Je vais peut-être laisser Elisabeth Borne répondre à la première question sur, sur Greta et la mise en cause de la France, et puis je répondrai aux 2 suivantes. Oui, peut-être sur Greta Thunberg, vous pointez qu'effectivement, elle a attaqué la France avec d'autres États. Peut-être resituer qu'effectivement, depuis plusieurs mois, elle a largement participé à la mobilisation de la jeunesse en faveur du climat, et ça c'est très positif. Et la question qu'elle pose aujourd'hui, c'est finalement la question de nos responsabilités vis-à-vis des générations futures. Et pour poser cette question, elle fait un choix de s'appuyer sur la Convention pour les droits de l'enfant. Du coup, il se trouve qu'elle s'attaque aux pays qui ont ratifié cette convention, ce qui n'est pas le cas de la Chine, de la Russie, des États-Unis, ce qui est le cas de la France. Voilà, donc on arrive à quelque chose d'un peu paradoxal. Je pense que la France est quand même engagée sur ces sujets climatiques et on aura l'occasion d'y revenir. Et on a aussi ratifié la Convention sur les droits de l'enfant. Les États-Unis, je crois qu'aujourd'hui, ils ne font pas partie de ceux qui apparaissent en pointe, en tout cas dans les déclarations de leur président pour le climat, mais ils n'ont pas ratifié la Convention sur les droits de l'enfant, donc ils échappent effectivement à la mise en cause au travers de la Convention des droits de l'enfant. Vous voyez, donc là, on arrive à quelque chose d'un peu paradoxal. En tout cas, je pense qu'on peut prendre comme un signal important de pointer notre responsabilité vis-à-vis des générations futures, et moi, c'est ce que j'en retiens. Sur les 2 questions suivantes, vous avez posé, monsieur, la question, c'est quoi la mesure du succès? Je me garderais bien d'avoir une réponse complète et définitive. D'abord parce que ça m'intéresserait au moins autant que ma réponse, votre réponse m'intéresse. Pour vous, c'est quoi la mesure du succès de cette convention? C'est la capacité de faire des vraies propositions? Bon, donc je pense qu'il y a plusieurs éléments peut-être de mesure du succès. Il y a d'abord, et c'est qualitatif si j'ose dire, la qualité et la profondeur de vos travaux. Est-ce que 150 citoyens français qui ne se connaissent pas, qui viennent de tous horizons et qui se rassemblent pour évoquer sérieusement, sereinement, des sujets compliqués sur lesquels peut-être vous ne serez pas d'accord, probablement d'ailleurs vous ne serez pas d'accord, mais est-ce que, alors même que vous venez d'horizons différents, vous êtes capable de construire des solutions, des consensus sur des sujets compliqués? Je trouve que rien que ça, ce serait un élément de succès. Est-ce qu'il serait suffisant? Je ne sais pas, mais ce serait un élément de succès. Deuxième élément de succès, est-ce que dans les propositions que vous faites, il y a des choses que nous ne voyons pas, ou que nous sommes, nous, je dis nous, membres du gouvernement, peut-être parlementaires, que nous n'avons pas réussi à poser sur la table comme des objets ou comme des solutions à la question qui se pose, à la transition écologique. Si c'est ça, et que vous arrivez à faire ça, alors évidemment c'est un grand succès. Et puis il peut y avoir une troisième catégorie, un troisième élément qui permet de mesurer le succès, c'est est-ce qu'effectivement ces solutions que vous proposez et que nous n'avions pas vues ou que nous ne savions pas moduler ou créer, est-ce qu'elles peuvent rentrer en application? Et puis il y a une quatrième, c'est est-ce qu'elles produisent vraiment un effet? Parce que à la fin de la fin, imaginez le truc dingue dans lequel on serait, vous travaillez, vous vous mettez d'accord, enfin ou d'accord ou majoritairement, ça, je ne sais pas comment est-ce que vous allez travailler, mais vous proposez des solutions, elles entrent en application et elles produisent rien. Je ne peux pas croire que ça arrive, mais si ça arrivait, alors dans ce cas-là, on pourrait se poser la question du succès. Donc il y a plein de degrés différents de mesure du succès, et je suis assez convaincu que dans la démocratie participative et délibérative à laquelle nous allons essayer de nous livrer, enfin vous allez essayer de vous livrer à partir d'aujourd'hui, la question de savoir quel est l'impact de ce qu'on fait et comment est-ce qu'on mesure l'impact de ce qu'on fait, à mon avis, est une question qui devrait être posée aussi. Quant à madame qui me pose la question sur le nucléaire, alors d'abord juste un mot parce que quand je cite la théorie de l'effondrement, d'abord je ne cite pas la théorie de l'effondrement, je cite un livre qui a été écrit par Jared Diamond et pas par quelqu'un d'autre, qui s'appelle Effondrement.
Et ce livre, qui est un gros livre, très gros livre, est un livre absolument passionnant, mais qui, contrairement à l'impression qu'il peut donner ou à la lecture qui en est parfois faite, pardon, je vous parle des livres que j'aime bien, mais bon, après tout, on m'a posé la question, est un livre qui peut être à la fois regardé comme extrêmement pessimiste et que moi j'ai toujours considéré comme un livre qui incite plutôt à l'optimisme. Parce qu'au fond, ce livre, à travers beaucoup d'exemples dans l'histoire et dans le monde, décrit des sociétés, alors parfois c'est des toutes petites sociétés avec des sociétés, à un moment de leur histoire, qui sont confrontées à la question de la gestion de leurs ressources naturelles et de leur environnement et de leur écosystème. Et parfois elles prennent les bonnes décisions et elles s'en sortent, ce qui veut dire que c'est possible. C'est pour ça que je trouve que le livre est optimiste. Et parfois elles ne prennent pas les bonnes décisions et elles ne s'en sortent pas, soit parce qu'elles n'ont pas vu le problème, soit parce qu'elles ont choisi des mauvaises solutions pour régler le problème. Et il n'est pas impossible que nous soyons à un moment de cette nature, c'est-à-dire est-ce que nous allons prendre les bonnes solutions, définir et appliquer des bonnes solutions efficaces ou pas. Et donc quand je cite ce livre, je cite ce livre-là et pas autre chose, pour ces raisons-là et pas pour d'autres choses. Ensuite, madame, vous avez une position sur l'utilité ou le danger, l'utilité et le danger, ou l'inutilité et le danger de la production d'électricité à partir du nucléaire. C'est parfaitement respectable. Au fond, ce qui compte, c'est moins ma position là-dessus. Moi, je pense que je ne crois pas du tout que, en l'occurrence, le nucléaire soit la solution à la transition écologique. Je ne crois pas. Mais je pense que ça peut être un des éléments de la solution. Et je suis parfaitement conscient à la fois des risques qui sont associés à cette technologie, qui sont considérables. Mais je vois aussi que dans le fait que, par exemple, dans la production d'énergie française, on a une production d'énergie qui est très décarbonée, et beaucoup plus décarbonée que d'autres pays qui sont pourtant très soucieux de l'environnement, je pense à l'Allemagne, il y a aussi un des éléments est lié à cette part du nucléaire. Mais à la limite, je vais vous dire, le fait que sur cette question-là, vous et moi, on ne soit pas d'accord, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement qu'on soit d'accord. Ce qui m'intéresse, c'est que la question que vous posez, qui est une sacrée question, qui est une vraie question, comment est-ce qu'on fait pour passer à un monde décarboné, à la fois en termes de production d'électricité ou d'énergie, quelle solution vous proposez collectivement? Et est-ce qu'il y a des éléments qui permettent, par exemple, de développer l'usage à des mobilités électriques, mais qui ne viendraient pas du nucléaire? Ça m'intéresse que vous trouviez des solutions à ça. Et après, on a le droit de ne pas être d'accord sur tout, c'est pas grave, c'est même sain, on est dans une démocratie et on peut en parler très raisonnablement. Merci beaucoup. J'ai une question de Garant. Je ne rentrerai pas sur le fond parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas du tout mon rôle. Le président de la République, dans son allocution, s'est engagé, et il a prononcé ces mots, a dit « Je m'y engage, vos propositions seront soumises sans filtre au Parlement, à application réglementaire ou au référendum ». Je ne vous ai pas entendu prononcer le mot « sans filtre ». Je vous ai entendu dire « le cas échéant, si c'est un débat national, on soumettra au référendum ». En l'occurrence, la question climatique me paraît être une question d'envergure nationale dans son ensemble. Donc, qu'est-ce qui déterminera le fait que ça ira au référendum ou pas? Une des propositions qui a été faite par le comité de pilotage, c'est que la Convention citoyenne elle-même puisse vous suggérer que tel ou tel sujet puisse aller au référendum. Et est-ce que vous confirmez bien la parole du président de la République, c'est-à-dire que ces recommandations seront soumises sans filtre dans la mesure où un travail est déjà prévu pour rendre la forme de ces propositions réglementaires ou législatives? Encore une fois, le sujet, c'est que moi, je ne veux bien pas faire de filtre sur un référendum, mais de toute façon, il y en a un. Ça s'appelle le Conseil constitutionnel et c'est le contrôle de la constitutionnalité de la question qui est posée. J'y peux rien, c'est l'article 11 qui est prévu comme ça, c'est pas moi qui ai inventé la Constitution française. Et donc, de toute façon, le Conseil constitutionnel vérifie qu'on a bien le droit de poser cette question. Vous le savez, j'en suis sûr. Et donc, moi, je ne peux pas poser n'importe quelle question. Enfin, d'abord, c'est pas moi qui pose les questions, c'est le président de la République. Donc, mais je ne peux pas recommander au président de la République de poser n'importe quelle question, parce qu'il y a des domaines et des questions qu'on n'a pas le droit de poser par référendum, c'est la Constitution française. Et on peut se poser la question de savoir s'il faut étendre ce champ des questions. C'est d'ailleurs une question qu'on s'est posée dans la révision constitutionnelle. Donc, mon problème, ce n'est pas du tout de faire un filtre. Mon problème, c'est de dire, je ne vais pas vous dire que si vous avez 12 questions ou 25 questions, on va poser 25 questions au référendum, y compris dans des domaines dans lesquels, peut-être, on n'aurait pas le droit de la poser. Mais
l'engagement qui a été pris, je le redis, c'est de faire en sorte que les solutions que vous proposerez, elles soient soumises au niveau où elles doivent être soumises, au Parlement si c'est législatif, aux Français par référendum si la question s'y prête, si la formalisation de la question s'y prête, mais ce sera à vous de travailler sur ce sujet. Le cas échéant, à l'administration pour que les ministres puissent prendre des décisions réglementaires si ça relève du pouvoir réglementaire. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a un filtre et qu'il y a des sachants qui vont arriver derrière pour refaire le travail ou défaire le travail. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on pourra prendre vos propositions et les soumettre à l'examen, soit du Parlement, soit du peuple français par la voie référendaire, soit le cas échéant à l'appréciation des ministres pour qu'ils puissent mettre en œuvre des mesures réglementaires de cette nature. Donc si elles sont adaptées dans la forme, elles pourront être soumises directement. Alors, je ne peux pas vous garantir qu'on mettra 40 questions à référendum. Voilà, mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez travailler dans tous les domaines et dans toutes les échelles de normes ou de solutions pratiques. Je me permets aussi de dire, juste comme ça en passant, que peut-être qu'il y a des solutions qui ne relèvent pas de la loi. En France, on a toujours tendance à penser qu'il faut une loi, et donc on fait beaucoup de lois. Il n'est pas totalement impossible qu'il y ait beaucoup des solutions sur les questions qu'on se pose qui ne relèvent absolument pas d'un texte, mais plutôt d'incitation à une pratique, d'information, j'en sais rien. Et ça aussi, il faut l'avoir en tête. alors, on a une dernière question avant de vous redonner la parole et puis peut-être de conclure ces échanges. La jeune génération. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Alors, Alexia, je suis étudiante et j'ai 22 ans. Je suis de Montpellier, mais je suis originaire de la Guadeloupe. Donc, étant représentée en minorité, est-ce que vous pensez qu'il sera possible pour les Outre-mer d'avoir des mesures propres à leur emplacement géographique ? J'allais répondre, pardon, par non pas du tout une pirouette, mais j'allais dire, proposez-les. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que je veux, je suis là pour vous dire, proposez-nous des choses. On a besoin que vous nous proposiez des choses qui soient bien discutées, qui soient bien calibrées, qui soient intelligentes, qui viennent de vous. Et proposez-les. Si vous les proposez, si dans le fonctionnement de la Convention telle qu'elle est prévue, tel qu'il est prévu, on voit que ça suscite un intérêt et qu'il faut aller vers ça, ben, j'ai aucun problème sur le fond. Alors là, mais aucun. Alors, est-ce que vous voulez qu'on continue? A priori, on était plutôt sur une phase conclusive. À vous de nous dire. Normalement, c'était Monsieur Pêche et Madame Toubiana. Eh ben voilà, donnez-leur un peu la parole pour qu'ils travaillent un peu aussi. Donnez-leur le micro et voilà. Et on vous remercie en tout cas. Bien, ne croyez pas, Monsieur le Premier ministre, qu'on se soit reposé ces derniers temps. Au contraire, je voulais en tout cas vous remercier de vous être livré à cet exercice avec nous. Il était important que le gouvernement, par votre voix, passe une commande claire à cette Assemblée dont la bonne volonté et l'engagement sont déjà vivement perceptibles depuis le début de cet après-midi. Donc merci à vous. On vous a écouté avec une très grande attention sur toutes les questions en particulier qui ont porté sur les débouchés de ce travail. Vous êtes efforcé de nous répondre avec précision et franchise. Je vous en remercie. Mais vous avez mesuré aussi à cette occasion l'importance pour cette Assemblée naissante, d'avoir l'assurance que ce travail est utile et qu'il aura des conséquences. Qu'on n'aille pas dire ensuite que ces expériences de démocratie délibérative sont des gadgets, de purs exercices formels. C'est pour ça, je crois, que ces questions ont été multiples sur ce sujet, et je m'associe pleinement à cette exigence qui est montée immédiatement de cette Assemblée. Merci infiniment. Je vais passer la parole à Laurence Toubiana, ma coprésidente et amie. Dans cette aventure. Monsieur le Premier ministre, merci d'être venu pour nous dire combien c'est sérieux pour vous et combien c'est sérieux pour le gouvernement et pour le Président de la République. Parce que c'est un contrat de sérieux réciproque, celui des citoyens qui vont travailler et le vôtre de répondre point par point précisément. Et merci d'avoir été clair sur le fait que vous n'alliez peut-être pas tout accepter, personne ne le pense, mais que vous alliez répondre à tout et de façon vraiment transparente. Je pense que ce sujet
de la transition écologique, de la transition pour lutter contre le changement climatique. Et bien sûr que je comprends que notre gouvernement pense qu'il fait bien, ou il fait pas mal. Vous savez, vous connaissez mon engagement. Je pense qu'on ne fait pas du tout assez. Mais pour faire beaucoup plus, il faut qu'il y ait l'engagement de la société. Et c'est pour ça que je trouve, moi, très impressionnant, là c'est plus un commentaire, ce que j'ai ressenti, moi, depuis quelques heures qu'on est ensemble. Le fait que vous tous, vous veniez pour travailler sérieusement à un problème majeur, en sachant qu'il faut qu'on y aille tous ensemble. Et que, vous savez, la politique, c'est difficile, surtout si on se sent pas, on n'a pas l'impression que la société va avancer, ou qu'on fait l'hypothèse que la société ne veut pas avancer. Et moi, je crois que ce sont des citoyens vont faire la preuve, c'est que la société peut avancer. Et je crois qu'à ce moment-là, Monsieur le Premier ministre, c'est très important que vous soyez aussi courageux que la société le ressent, vous le demande et vous le propose. Voilà. Merci beaucoup à tous. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à, nous on va se mettre au travail. Donc on vous libère.